La critique de la notion d'identité, pour moi, c'est une vieille affaire, puisque dès 96, j'avais publié L'illusion identitaire, que la ville de Genève, d'ailleurs, avait eu la gentillesse d'honorer, puisqu'elle m'avait décerné le prix Jean-Jacques Rousseau à cette occasion. Mais naturellement, L'illusion identitaire, c'est un livre qui était un livre de type plutôt universitaire. Et dans le débat actuel, au fur et à mesure que la possibilité d'une élection de Donald Trump s'affirmait, au fur et à mesure que l'épicentre politique de l'Europe glissait à droite et même vers l'extrême droite, songeait à l'élection présidentielle différée à plusieurs reprises en Autriche, mais qui a quand même mis en pôle position le candidat de l'extrême droite, songeait également à la montée électorale du Front National en France, du positionnement de Nicolas Sarkozy dans le cadre de la campagne pour les primaires. Donc, au fond, dans toute l'Europe, dans tout le monde occidental, et à bien des égards dans le reste du monde, l'on voit s'affirmer ces problématiques identitaristes du politique. La politique, ce n'est plus la question sociale, comme il y a quelques années ou quelques décennies, c'est véritablement l'identité nationale, l'identité culturelle que remettent en cause l'immigration, la poussée de l'islam, et vous le savez, la Suisse elle-même n'est pas à l'abri de ces débats. Donc j'ai eu envie de faire un petit livre, il est très petit, hein, une centaine de pages, même pas une soixantaine de pages. Grosso modo, on le lit en train entre Genève et Lausanne, donc c'est assez commode à lire, dans un parcours en avion. Et j'ai voulu, si vous voulez, intervenir en tant qu'intellectuel spécifique, pour reprendre un terme que Michel Foucault aimait bien, et par opposition à l'intellectuel engagé. L'intellectuel engagé, il a une chemise blanche largement ouverte, et il parle de tout et de n'importe quoi d'un point de vue strictement moral. L'intellectuel spécifique, c'est un petit peu différent, il met au service du débat public, du débat civique, sa compétence d'universitaire, ses recherches, ses interrogations théoriques. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, sans ambition exagérée. Et ce qui m'a frappé, au fond, c'est comment s'affirmaient deux ennemis complémentaires, pour reprendre l'expression de Germaine Tillion, une ethnologue française qui avait notamment marqué le débat au moment de la guerre d'Algérie dans les années 1950 et au début des années 1960. Et au fond, nous avons deux ennemis complémentaires. C'est d'un côté les djihadistes, qui sont des ennemis évidents, qui sèment la terreur et la mort, non seulement au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne, mais également dans nos sociétés occidentales. D'un côté, vous avez les djihadistes qui mettent en avant une identité islamique complètement anhistorique, qui inventent une tradition, qui est la tradition de la médine du prophète, qui n'existe que dans leur imagination, parce qu'évidemment la médine du prophète n'avait pas grand-chose à voir avec des pantalons à mi-mollet ou Internet, ceux qu'utilisent abondamment, ou la Kalachnikov qu'utilisent abondamment les djihadistes d'aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, vous avez ce que l'on appelle en France les laïcistes, hein, ou alors des sécularistes, c'est-à-dire des gens qui sont résolument hostiles essentiellement à l'islam, parce que quand on parle de sécularisme ou de laïcité, on pense beaucoup plus à l'islam qu'au christianisme, qui mettent en avant les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Et là aussi, je crois que nous sommes dans l'invention de la tradition, parce que n'oublions pas que l'Europe, il y a une soixantaine d'années, envoyait à la mort ces juifs. Donc parler des racines judéo-chrétiennes de l'Europe, comme le dit l'historien Shlomo Zand d'Israël, ma grand-mère aurait été très heureuse de savoir qu'elle était judéo-chrétienne, elle est morte à Auschwitz. Donc nous sommes là aussi dans une invention de la tradition. Et je crois que ces deux ennemis complémentaires s'affrontent, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce petit livre, en insistant sur deux idées. Je crois que la vogue des problématiques identitaires exprime une grande colère sociale, qui n'est pas une colère identitaire ou culturelle, qui, en tout cas, qui n'est pas d'abord, qui est plutôt une colère sociale, et la colère sociale qu'a nourri le néolibéralisme depuis une quarantaine d'années, avec sa précarisation des emplois, son chômage de masse, que très souvent il ne parvient pas à endiguer, en dépit de la précarisation des emplois, la déception aussi, ou la frustration d'un grand nombre de travailleurs aujourd'hui,
qui souffrent dans leur dignité de leur métier, si vous voulez, parce qu'ils sont de plus en plus assujettis à une productivité folle, à des normes, à une intensification du travail et malheureusement au mépris de la qualité du travail effectué. Et je crois que cette colère sociale, elle est extrêmement importante pour comprendre la vogue des problématiques identitaires du politique, même si les mouvements populistes posent de fausses questions auxquelles il est impossible de répondre de façon juste. Et puis également, je crois que cette vogue de l'identité est au cœur de ce que j'ai essayé de définir en termes de national-libéralisme. Au fond, nous sommes toujours dans une séquence de la globalisation qui naît grosso modo au XIXe siècle et qui opère par une espèce de triangulation, sous la forme d'une synergie entre trois sommets d'un triangle, ce que nous appelons la globalisation. Le premier sommet du triangle, c'est l'expansion du capitalisme à l'échelle mondiale. Le deuxième sommet du triangle, c'est l'universalisation de l'État-nation. Dans la même séquence, l'État-nation n'est pas menacé par la globalisation. L'État-nation, c'est l'enfant, en quelque sorte, de la globalisation, telle que je la comprends. Et le troisième sommet du triangle, c'est précisément ce culturalisme, cette idée d'une culture qui surdéterminerait les pratiques des gens. Par exemple, les musulmans seraient surdéterminés par le Coran, les chrétiens seraient surdéterminés par la Bible, comme si tous les matins, les uns et les autres lisaient le Coran ou la Bible pour savoir exactement comment ils doivent aller au travail ou traverser la rue, ce qui est évidemment assez absurde. Et je crois que cette idéologie de l'identité, cette idéologie de la culture, c'est le troisième sommet du triangle de la globalisation. Donc ce petit livre, qui encore une fois est extrêmement petit et facile à lire, essaye de fournir de nouveaux repères dans notre compréhension, notamment des mobilisations politiques, identitaires, populistes qui défrayent la chronique, mais plus fondamentalement de mieux comprendre ce que nous appelons la globalisation.